Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de l'art. Alors aujourd'hui on débute le premier véritable portrait de musicien. En parallèle vous aurez le premier portrait d'artiste plastique, de plasticien on pourrait dire. Donc ici ça va être Charles Valentin Alcan, Genot, donc qui est pianiste-compositeur. Je ne reviens pas sur cette notion qui a été développée dans l'introduction, je vous mets le lien, n'hésitez pas à voir l'introduction, vous aurez une définition précise du concept pianiste-compositeur qui est un peu plus fin que le titre le laisse penser, avec aussi l'annonce des prochaines vidéos à venir dans cette thématique, et aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de traiter ce sujet. A une première particularité, c'est qu'il fait partie de la génération dorée de 1810, certainement la plus riche de l'histoire de la musique. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas, si vous avez, vous, remarqué aussi d'autres générations particulièrement riches dans toute l'histoire de la musique, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Mais cette génération de 1810, vous allez voir en quelques noms cette densité. Nous avons, donc, qui se tient en 5 ans, on va rester que sur 5 ans, entre 1809 par exemple et 1814. Donc vraiment des gens qui sont souvent connus, qui ont été à la même époque, etc. Vous avez dans l'ordre déjà Félix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Franz Liszt, Giuseppe Verdi et Richard Wagner. Donc vous avez vu déjà en termes de piano, de compositeur plus général, entre compositeurs d'opéra, vous avez déjà parmi les plus grands noms, hein, peut-être parmi les 10-15 plus grands compositeurs du 19e. Et vous avez aussi d'autres noms que vous connaissez moins, mais que vous allez apprendre à connaître pour certains d'entre vous sur le coin de l'art, puisqu'il y aura des vidéos dédiées, et qui ont été très célèbres et très importants à leur époque. Donc qui faisaient encore plus que cette génération de 1810 avait du poids, était fascinante. Donc vous avez Sigismond Thalberg, qui est incontournable pour l'histoire de la musique pour piano. Alors par exemple, et pourtant qui n'apparaît pas dans ce très bel ouvrage, qui n'apparaît même pas une ligne sur ce très bel ouvrage, ça on en reparlera dans sa vidéo dédiée. Ferdinand Hiller, vous avez Ferdinand David aussi, violoniste-compositeur qu'on va voir très bientôt, très prochainement sur la chaîne, dans la rubrique des violonistes-compositeurs. Heinrich Ernst, un autre violoniste-compositeur qui arrivera peu après David, et puis en plus deux pianistes compositeurs, donc vous avez Stefan Heller, le hongrois, et Adolf von Henselt, qui est aussi incontournable pour la musique du piano du 19e siècle. Voilà pour vous citer les noms. Quelle est la relation d'Alcan avec ces compositeurs de la même génération? Alors déjà, il était ami, très proche, de Chopin, c'était même son voisin à un moment donné, avec Chopin et aussi Ferdinand Hiller, où il reste beaucoup de lettres échangées avec l'allemand. Il n'aimait pas Wagner et Berlioz, ou du moins la musique de Wagner et Berlioz, qu'il n'appréciait pas du tout. Ce qui est assez marrant, vous allez voir, puisqu'on le surnomme le Berlioz du piano. Avec Franz Liszt, c'est beaucoup plus compliqué. Leur musique paraît assez proche, mais déjà, étant ami avec Chopin et un caractère assez proche de Chopin, il n'aimait pas trop le côté très ostentatoire de Franz Liszt, et pour la musique, c'est assez ambivalent. Et il avait de l'estime pour Schumann, mais qui lui rendait mal, puisqu'il était assez critique dans ses articles sur la musique de Alcan, notamment pour une raison très simple, c'est qu'il voyait de la musique à programme, et Schumann n'aime pas la musique à programme. C'est une chose bien établie. Alcan, un des plus grands pianistes-compositeurs de tous les temps, ça c'est une chose qu'il faut tout de suite faire remarquer, et au niveau français, c'est, je pense qu'on peut le dire sans trop prendre de risques, c'est le numéro 2, après Claude Debussy. Au niveau de leur composition, c'est assez serré, tellement les œuvres d'Alcan sont originales, recherchées, profondes, intéressantes, etc. La différence, et ce qui donne l'avantage à Claude Debussy, un avantage net, c'est qu'il a l'influence de Claude Debussy sur les musiciens de son temps et l'avenir, etc. Il a vraiment ouvert une nouvelle voie à la musique, contrairement à Alcan, qui a fait un peu école à part. Alors, Alcan, d'abord, première chose qui caractérise l'œuvre et le pianiste, c'est la technique. C'était un pianiste très technique,
et avec une technique très rigoureuse, il était très sérieux, il n'avait pas le côté fantasque de Franz Liszt, mais une grande technique aussi, et il a mis ça dans ses œuvres, si vous voulez, qui sont elles-mêmes très compliquées. Je vous ai parlé de Berlioz du piano, ça c'était un surnom donné par Hans von Bülow, qui était un pianiste et un chef d'orchestre extrêmement célèbre dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Pourquoi? Alors la comparaison est assez simple. Berlioz et Alcan, ce sont deux novateurs qui ont vraiment une imagination incroyable, qui sont sortis du sentier battu. Donc c'est ce qui les rapproche. Après, je vous l'ai dit, Alcan n'aime pas trop la musique de Berlioz. Et puis on peut y voir aussi, dans les deux cas, c'est évidemment la musique à programme, ce qui les rapproche aussi énormément. Ensuite, dans le cas de... On revient à Alcan. Alcan était quelqu'un de solitaire et de très mystérieux, donc il était même misanthrope, hein, ça revient souvent quand on parle de Alcan, mais il était tout de même un professeur très recherché. Et à la mort de Chopin, bon nombre des élèves de ce dernier vont se tourner vers Alcan. C'est un amoureux de la musique ancienne. Alors quand je dis musique ancienne, c'est une musique qui serait avant l'époque Haydn, Mozart, donc avant 1750, et notamment il se passionne des clavecinistes. Et ça c'est très très particulier pour cette époque. C'est vraiment, c'est assez rare, et puis la mode de cette musique ancienne va arriver plutôt vers la fin du 19e, début du 20e siècle. Mais lui, il avait déjà cette particularité. Comme pianiste, donc très rigoureux, très sobre, il se situe vraiment entre Chopin et Franz Liszt, hein, une technique plus développée que celle de Chopin, mais pas le côté fantasque de Franz Liszt. En revanche, pour le choix des pianos, il était du côté de Franz Liszt, il préférait les Erard. Donc ça d'ailleurs, je vous mets le lien vers la vidéo sur le piano à pédalier, puisque l'histoire est très liée, vous allez le voir à Alcan, qui en a beaucoup joué, qui a composé des œuvres pour piano à pédalier, et qui jouait sur un piano à pédalier Erard. Donc pour plus d'informations, allez voir la vidéo. Chopin préférait le côté plus intimiste des Pleyel. Donc Alcan, il a été assez célèbre de son vivant, plutôt célèbre chez les professionnels que chez le grand public, hein, on verra pourquoi. Et puis il est tombé dans l'oubli assez rapidement après sa mort. Hein. Alors c'était quelqu'un de mystérieux, ça ne l'a pas aidé bien sûr. Sa musique est difficile, vous voyez, c'était un fait avéré à cette époque évidemment. Et pour bien la saisir, il faut l'entendre jouer. Et là on touche du doigt quelque chose de très important pour Alcan, c'est que cette musique était tellement difficile que très peu pouvaient la jouer. Et un des rares était Alcan. Et Alcan, on le verra dans le portrait détaillé dans les épisodes suivants, il n'aimait pas trop faire des concerts. Il était comme Chopin. Alors Chopin, lui, faisait des concerts plutôt privés, régulièrement mais privés. Mais alors Alcan, lui, a plutôt choisi des fois de ne plus jouer pendant 4-5 ans d'affilée. Donc forcément, si vous-même, vous ne diffusez pas votre musique et qu'elle est trop difficile pour la plupart des pianistes, eh ben, elle a tendance à disparaître. C'est ce qui fait la différence avec Franz Liszt, qui, jouait beaucoup sa propre musique, il a toujours, même s'il y a eu des époques où il jouait un peu moins, il a toujours fait la promotion de ses œuvres, pour commencer, et qui, on en reparlera bientôt, a fait des versions simplifiées de ses œuvres les plus dures. Les fameuses 12 études d'exécution transcendante sont en fait une version simplifiée des 12 grandes études. Donc, à ne pas confondre du tout avec les grandes études d'après Paganini, ça n'a rien à voir. Donc, ça, je vous en reparlerai, mais donc chez Francis, il y avait vraiment un côté, on pourrait dire, marketing, promotionnel, plus recherché que chez Alcan. Et ça, c'est un truc qu'on va voir aussi, ce côté désintéressé d'Alcan qui le caractérisait. Il était parisien de culte, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout itinérant à faire des tournées. Ça aussi, ça a été un peu contre lui pour sa postérité. Il préférait rester à Paris, être dans son petit milieu. Il faisait des concerts alors un peu privés, notamment chez Zimmermann. C'était une de ces rares, Zimmermann, qui est un des très grands pédagogues pour piano du 19e siècle et qui était professeur au Conservatoire de Paris. Alors vous allez voir chez Alcan une particularité, c'est qu'il faisait des œuvres des fois extrêmement longues. Il pouvait appeler une œuvre rondoletto. Oh, un rondo, c'est pas très long en général déjà, ça fait pas 30 minutes. Un rondoletto, oh, ça va durer 2-3 minutes. Il faisait un rondoletto de 8 minutes. C'est tout lui. Sonatine, sa sonatine est en 4 mouvements, très compliquée et finalement assez longue au total des 4 mouvements. Donc vous voyez, il aimait bien élargir les cadres établis, ce n'est pas toujours justifié.
pourquoi ces œuvres sont si longues. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on va voir qu'il y a des points communs avec Brahms, et ça fait partie des points communs avec Brahms, c'est que Brahms ne savait pas terminer ses œuvres. Il fait des mouvements, des fois, de 18 minutes. À un moment donné, on tombe dans une répétition, on se dit, mais ils sont arrêtés à 10 minutes, c'était parfait. Ici, c'est pareil, il a un peu cet abus du développement. Donc, le côté profond, la lecture, la méditation des grandes traditions, c'est-à-dire notamment des religions. Il était passionné par la Bible, il était connu comme quelqu'un de bon goût, qui n'aime pas aller à la facilité, juste pour impressionner. Il avait plutôt un toucher ferme dans sa façon de jouer, hein, pas du tout un côté d'exagération, de pathos, etc. Il connaissait parfaitement les maîtres du clavier, en débutant à Rameau et Couperin jusqu'au plus récent de son époque. Il respectait parfaitement le métronome, hein, donc lui, le roubateau typique de cette époque, c'était pas du tout son truc. Et quand je vous dis ça, vous devez penser immédiatement à Chopin, qui était aussi un spécialiste du métronome pendant ses cours, ce qui explique que les étudiants de Chopin soient allés ensuite avec Alcan. Et pour terminer, c'était un maître reconnu alors par qui? Par les plus grands spécialistes de l'époque, dont César Franck, du pédalier. Et quand je dis pédalier, je parle du pédalier du piano comme de l'orgue. Alors pour l'orgue, le pédalier évidemment, vous voyez ce que c'est, et pour le pédalier, autant les pédales, les 3 pédales habituelles d'un piano, que le pédalier du piano à pédalier. Et là, je vous rappelle qu'il y a une vidéo, je vous ai déjà mis le lien tout à l'heure, vers une description et une histoire du piano à pédalier. On va parler quand même du style de composition de Alcan. Vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments. Donc son style, pour rentrer dans le détail, on va faire un tout petit peu de technique. C'est pas trop le but de la chaîne en général, mais en tout cas, je voulais, pour ceux que ça peut intéresser et qui sont sensibles à ces informations, vous parler un tout petit peu technique. Donc, d'abord, il a un goût pour les mètres impairs et les polyrythmies, ce qui fait aussi la complexité de son œuvre, les polyrythmies. Il attribue des tempos métronomiques très précis à ses œuvres. Des fois, même on se demande si c'est des bons, parce qu'ils sont tellement élevés, les tempos, qu'on peut se demander s'il ne s'est pas trompé. Il refuse le diatonisme, c'est-à-dire que ces armures, hein, vous savez ce que vous avez près de la clé, sont très chargées en dièse et en bémol. Il a une attitude particulière pour les modulations en harmonique et le chromatisme. Ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup, par exemple, chez César Franck. Ou le chromatisme, on retrouve chez Chopin aussi. Il aime bien faire une oscillation tonale, modale, mais aussi majeure-mineure. Et ça, c'est plutôt typique de Schubert. Il aime bien les dérapages constants au demi-ton inférieur ou supérieur quand il joue. Hein, il aime bien jouer sur ces... Hein, lui, c'est vrai qu'il y a, vous verrez, il y a pas mal de petites dissonances assez intéressantes chez Alcan. Alors c'est une œuvre qui, je précise, c'est assez mélodique, mais comme ces œuvres sont très denses au niveau harmonique, il faut les écouter plusieurs fois pour pouvoir vraiment distinguer les voix, les mélodies. Et en fait, quand vous y arrivez, au bout d'un moment, vous allez voir, il y a des très très belles mélodies qui se détachent dans ces œuvres. Alors dans ces œuvres étendues, vous avez une tonalité assez fluctuante. Et d'ailleurs, c'est ça qui le rend assez moderne, c'est qu'il a quand même repoussé les limites du langage tonal de son époque. Ça, c'est une particularité aussi d'Alcan. Pour les sonorités, alors c'est vrai qu'il aime beaucoup les sonorités très graves et faire des très lourds accords à la main gauche, ce qui était rare à l'époque, puisque on verra que les pianistes-compositeurs comme Henri Herz, Thalberg, etc. étaient plutôt dans la veine de ce qu'avait fait Mozart, des œuvres plutôt dans l'aigu, dans la légèreté, la fluidité. Donc lui, c'est plutôt lourd, c'est grave, et c'est une de ses particularités, on va dire à peu près de cette époque, vous retrouvez que le Beethoven, qui soit typique de ce genre. Il aimait terminer ses morceaux par un coup brutal, un grand coup comme ça, à 2 mains, et les 2 mains aux extrêmes du clavier. Ça, on le retrouve dans beaucoup d'œuvres. Ça rappelle un petit peu, par exemple, chez Prokofiev, qui aime bien, et tous ces compositeurs de cette époque, qui aimaient bien arrêter les œuvres d'un seul coup. Il adore les programmes, ça on l'a déjà vu, donc ça c'était assez apprécié en France, assez critiqué en Allemagne, hein, même s'il y avait l'école Franz Liszt qui défendait ça, mais on l'a vu, Schumann n'aimait pas du tout. Donc ça je ne reviens pas sur le principe des titres. Il aime bien les morceaux caractéristiques, ça c'est une tradition française, et de son amour qui remonte à Couperin et Rameau.
Et ces partitions, je vous ai dit, il y a marqué les tempos métronymiques, vous avez aussi une musique qui est scrupuleusement notée. Donc c'est très agréable, pour moi c'est très précis du moins, et ça on le retrouve chez Ravel, pour continuer les comparaisons. Alors un point commun avec Franz Liszt notamment, vous avez l'aspect orchestral. On n'est pas du tout dans la musique de Chopin, qui est une musique vraiment pianistique. Ici, on est dans un piano symphonique et une recherche contrapuntique. Alors il y a plusieurs voix qui se superposent. On n'est pas dans ce que font la plupart à l'époque, y compris Chopin souvent, c'est-à-dire la main droite à la mélodie, la main gauche à l'accompagnement. Pas du tout, on est dans une structure où tout se mêle, contrapuntique, sans pour autant tomber sur des formes strictes typiques de Bach. Vous n'allez pas avoir des fugues ou du contrepoint strict. Alors, on a dit la fluidité de l'époque, c'est-à-dire le legato était surtout de mise à l'époque, lui préférait le staccato. Évidemment, c'était une musique aussi avec très peu de pédales, ce qui le différenciait aussi de l'époque, voire pas de pédales, hein, pour les pédales, je veux dire, standards du piano, donc des fois vous n'avez même pas besoin de la pédale. Un autre aspect moderne, c'est qu'il utilisait la totalité du piano, comme Franz Liszt d'ailleurs. C'était certainement dans un aspect, dans une volonté orchestrale, mais ces œuvres, donc dans une même œuvre, vous alliez vraiment d'un bout à l'autre, même s'il aime vraiment ses sonorités graves, je vous l'ai dit. Et c'est vrai que cette recherche de la totalité du clavier, normalement des extrêmes, on va beaucoup le retrouver chez Beethoven, hein, à cette époque par exemple, mais on le retrouve beaucoup chez Prokofiev et Bartók. Il adore l'écriture en accord, je dis c'est très dense, hein, donc ça il aime bien saturer, il y a vraiment une saturation de l'espace sonore qui est assez exceptionnelle chez Alkan et qui justement nécessite plusieurs écoutes. Il aime bien les accords alternés aux deux mains, et ça c'est un truc aussi qui le caractérise et qui rappelle les clavecinistes, c'est qu'il aime bien faire travailler les deux mains à l'unisson, voilà, comme le faisaient les clavecinistes, c'est une méthode qu'il apprécie beaucoup. On parlait d'accords, travail en accord, mais les octaves, beaucoup de travail en octave chez Alkan, peut-être le plus grand spécialiste après Adolph von Henselt, qui était vraiment connu pour ça, et en revanche, moins de sixtes et de tierces, contrairement à Chopin. Les déplacements. Alors, une autre difficulté, s'il n'y en avait pas assez, c'est qu'il y a des déplacements extraordinaires. Vous devez passer d'un bout à l'autre du piano, comme ça, d'une seconde à l'autre, d'une demi-seconde à l'autre. Quand vous ne déplacez pas vos mains, il faut des mains très grandes pour être capable de jouer. Et aussi, alors c'est aidé parce que au moins pour vous aider, vous avez souvent le doigté dans les partitions, hein, c'est très bien noté. Donc tout est mis à votre disposition, après il reste encore à être capable de jouer. Et puis, les œuvres étant tellement longues, souvent, en plus, intellectuellement c'est difficile, mais il faut une endurance physique. Quand vous jouez une œuvre pour 20-25 minutes de piano seul d'affilée, et que ça, c'est qu'un seul mouvement, vous imaginez l'endurance qu'il faut avoir. Et puis, beaucoup de notes, hein, bien sûr, alors vous êtes harmoniquement, mais même au niveau, horizontal, au niveau de la mélodie. Par exemple, dans l'œuvre Comme le vent, qui est du fameux opus 39, hein, qui est la première étude opus de opus 39, vous avez par moment 16 notes, pendant un passage, 16 notes par seconde, rien qu'à la main droite. Donc vous imaginez la fulgurance qu'il faut être capable, et sur des durées des fois assez longues. Dernier point sur le style Alkan, le piano Alkan, c'est le côté enchevêtré. Alors évidemment, je vous ai parlé des sauts, mais vous avez aussi les croisements de mains, etc. etc. Et même la partition, quand vous la voyez, hein, cette densité, ça rappelle Brahms. Je vous avais parlé le côté cadre, morceau un peu trop long de Brahms, et bien ici aussi ce côté très enchevêtré, très dense, c'est typique de Brahms. A noter que Brahms, c'était donc pas un hasard, connaissait très bien les 3 études opus 76 de Alkan, qui sont des œuvres majeures et qui mériteraient que Alkan soit connu rien que pour cela. Et ça, on reviendra dans le portrait. On s'arrête ici pour des généralités sur Alkan. À partir de l'épisode 2, on va rentrer dans le vif du sujet avec le portrait. Ça va être chronologique. Là, je vous mets on pourrait dire, là j'ai établi 5 périodes qu'on pourrait. Alors peut-être qu'il y aura une vidéo par période ou pas, ça dépendra la quantité d'informations que j'ai pour vous. Et pour éviter de faire des vidéos, bien sûr, trop longues. En attendant ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de suivre l'actualité de la chaîne sur Facebook. Vous avez le lien dans la description. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao!